Nous n'aurions jamais dû être là, mais parfois, lorsque la vie nous impose de faire face à l'adversité, il faut savoir s'adapter, improviser. Et pour que vous compreniez ce qu'il s'est passé, je dois vous raconter comment tout a commencé. Nous redoutons tous de recevoir ce genre de coup de fil, et rien ne peut nous y préparer. Le père de Caroline vient d'être retrouvé sans vie sur une plage du Finistère non loin de chez lui, précisément là où il avait grandi. Dans son grand jardin bleu comme il le nommait, bien que très expérimenté à la pêche sous-marine, il s'en est allé. Et c'est un choc, un rappel brutal de la fragilité de la vie. Après l'enterrement, Caro est partie passer un peu de temps auprès de sa mère. De mon côté, je me demandais comment la soutenir dans cette épreuve, au-delà du fait de simplement être présent. En août 2019, 3 jours après avoir célébré mes 45 ans, j'apprenais la mort de mon père. Le lendemain, nous partions pour un road trip aux États-Unis et plutôt que d'annuler, j'avais choisi de lui rendre hommage à Monument de Vallée, un lieu qu'il rêvait de visiter pour marcher sur les traces de ses héros de cinéma. Le père de Caro, lui, aurait adoré plonger aux îles Lofoten. Et de notre côté, nous avions le projet de faire un road trip sous le soleil de minuit pour célébrer nos années de vie commune. Nous voulions le faire avec notre nouveau bolide, un Trike Harley-Davidson, et en camping sauvage. Pourtant, j'y avais renoncé, trop habitué à notre fourgon aménagé, je m'étais persuadé que ce serait trop inconfortable. Mais la vie venait de nous rappeler l'importance de réaliser nos rêves tant qu'il est encore temps. À son retour, j'ai proposé à Caro de ne plus attendre. Pour elle, le vrai défi n'était pas la route, la météo, le camping sauvage ou le manque de confort, mais celui de s'autoriser à prendre du bon temps, sans culpabiliser, de goûter au bonheur quand la mort venait de frapper. Elle a dit oui, et nous sommes partis sous le soleil de minuit. Péripétie en péripétie. Je vous avoue que j'en ai plein le cul. Il n'y a pas d'autre mot, j'en ai marre. C'est incroyable ce qu'on vient de vivre. Et du coup, le moral ce matin est pas terrible. Le coffre s'était ouvert. Thank you. Non, j'en marre. Après presque 4 ans à vivre et travailler sur les routes en fourgon aménagé, nos habitudes de vanlifer ne serviront à rien ici. Fini le lit confortable, l'électricité, le chauffage, les toilettes et le toit sur la tête. Nous ferons 2 jours et demi de transit pour rejoindre la Norvège par la France, la Belgique, l'Allemagne et le Danemark. Nous voulons être au Cap Nord pour le solstice d'été, le 21 juin, puis descendre vers les Lofoten pour célébrer le 24 juin nos 16 années de vie commune et 2 ans de mariage sous le soleil de minuit et bien sûr rendre hommage au père de Caro. Nous choisissons et testons notre matériel de camping. On se fait des nœuds au cerveau pour le faire entrer dans le trike, avec les vêtements, le matériel de tournage, nos ordinateurs, etc. Voyager avec un maximum d'autonomie et en duo sur un tel véhicule est un défi en soi. Avec l'aide de Nico et de l'équipe de Harley-Davidson Limoges, nous choisissons les vêtements pour avoir chaud et être au sec, la bagagerie et bien sûr nous faisons réviser la machine pour éviter les mauvaises surprises.
Je crois que j'ai rien oublié. Le gars... Nous savons que ce road trip ne sera pas toujours facile. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant que ce soit facile, mais de toujours nous prouver que nous pouvons réaliser ce qui nous fait vibrer, même si nous tremblons à cette idée. Serons-nous capables de supporter l'inconfort de ce voyage? Et surtout, Caro parviendra-t-elle à profiter de la route? Elle ne le sait pas encore, mais au bout du chemin, son père lui adressera un dernier message qui va l'aider à apaiser son deuil. Première étape, rejoindre la Belgique. Après plus de 9 heures de route, nous arrivons chez nos amis Isabelle et Fabien pour passer la nuit avant de reprendre la route le lendemain matin. Nous allons nous plonger dans le grand bain. 8 heures de pluie, de travaux, de ralentissements, l'autoroute allemande est interminable, grise et monotone. Rincés dans tous les sens du terme, nous arrivons enfin au sud du Danemark où nous avons réservé une cabine pour dormir un peu au sec. Au matin, le soleil fait son grand retour. Les 3 heures de route qui nous séparent du ferry sont particulièrement appréciées. Follow the yellow line here on the left. Go down to lane number 40. 40. Platzen zu finden ist. Für weitere ausführliche Informationen. Ça y est, nous y sommes. Dans quelques heures, nous poserons nos roues sur le sol norvégien, cap au nord, et nous l'espérons, sous les rayons du soleil de minuit. Depuis notre départ, Caro reste discrète sur ses émotions. Mais ce soir, nous rendons visite à des amis et j'espère que ça lui fera le plus grand bien. Nous avions rencontré Mathilde et Christian lors de notre premier voyage en fourgon aménagé. C'était à la suite du confinement. Nous devions faire une quarantaine de 10 jours et ils nous avaient généreusement permis d'occuper une place sur leur terrain. Nous sommes ravis de les revoir. De par son métier, qui consiste à organiser des séjours en Norvège et en Suède, Christian nous aide à peaufiner notre road trip et nous fait gagner une précieuse journée sur notre planning. Dès demain, nous prenons la route vers le Cap Nord. C'est notre premier jour de route en Norvège et nous sommes heureux d'être là. Je sais que Caro est parfois rattrapée par la réalité, c'est bien normal et peut-être même nécessaire. Le but n'est pas d'oublier, mais de faciliter ce moment de vie. Avec son père, nous n'avons pas su créer de relation, alors si l'annonce m'avait beaucoup ému, mes préoccupations aujourd'hui sont ailleurs. L'itinéraire, l'appréhension de la météo qui risque de se dégrader, la recherche d'un spot pour la nuit, le confort qui va nous manquer. Mais de toute évidence, j'appréhende par anticipation. Et ça risque de me jouer des tours. À cet instant, pourtant, tout est parfait. Les lignes jaunes qui défilent, les courbes de la route qui nous donnent l'impression de flotter sur le bitume, le soleil qui brille et ce soir, notre premier spot sauvage qui nous attend. Dans les temps anciens, lorsque les paysans et les voyageurs devaient traverser forêts, champs et montagnes pour survivre, ils avaient le droit de bivouaquer sans même demander d'autorisation. C'était une nécessité devenue au fil du temps une coutume respectée et même une loi depuis 1957. Cette loi s'appelle Allemannsretten, que l'on pourrait traduire par « droit de chacun à profiter librement de la nature ». En théorie, et selon quelques règles de bon sens, il est autorisé de bivouaquer une nuit ou de pique-niquer dans un espace naturel, même si ce dernier est un domaine privé et sans avoir l'obligation de demander l'autorisation au propriétaire avant de planter sa tente. Mais bien entendu, certains espaces sont protégés et ne sont pas autorisés. Par exemple, les îles Lofoten. Pour les Norvégiens, c'est plus qu'un texte juridique, c'est une part de leur identité. Ils appellent également cela le friluftsliv. La vie au grand air, une conviction que l'accès à la nature est aussi essentiel que l'accès à l'éducation ou à la santé. Quelques règles suffisent pour que cette liberté perdure.
Planter sa tente à plus de 150 mètres d'une habitation, ne pas rester plus de 2 nuits consécutives au même endroit sauf dans une zone reculée, ne pas occuper les champs cultivés et zones réservées au bétail, et enfin, essentiel, ne rien laisser derrière soi. Pour nous, c'est une chance immense de pouvoir dormir au bord de l'eau, d'allumer un feu, là aussi selon certaines conditions, s'endormir sous la toile de tente et sentir que nous sommes les bienvenus pour profiter de ce que la Norvège a de plus beau à offrir, sa nature sauvage. Nous avons très bien dormi. Nos matelas ont l'avantage d'être très confortables et le défaut d'être trop encombrants. Mais quand on souffre de douleurs chroniques de dos et qu'on veut quand même voyager comme on aime, il faut accepter certaines contraintes et choisir ses difficultés. Aujourd'hui encore, il fera beau. Nous allons rouler bien plus que nous ne l'avions prévu et même commencer à en faire les frais. Lay it down, 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 lay it down, down, down. Bring your heavy load. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. Lay it down, down. Rassurés par la facilité avec laquelle nous avons trouvé notre premier spot pour la nuit, nous n'imaginons pas encore que les choses vont se compliquer un peu. En attendant, nous empruntons la célèbre route des neiges dont je parlerai un peu plus tard. Keep you flying. May the love in his heart make you strong. May he dry every tear when you're crying, and bring the warm flame when the night gets too long. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. Life is full of trouble. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. If you feel lost and lonely, lay it down, down, down. Whoa, whoa, whoa. Et alors que nous avions prévu de passer la nuit à Ota, nous décidons finalement de continuer. La météo va se dégrader et nous regretterions de ne pas avoir fait une nuit blanche, au sens propre comme au figuré, sous le soleil qui ne se couche jamais. Cause there's somebody who overcomes all these things, and that somebody is calling us. Il est quelle heure là ? 3 heures, oui. 3 heures du matin, Ouais. à peu près. Ouais. Bah, il fait jour, oui. Oui, on a l'impression que le soleil est en train de se... C'est pas une impression, il est en train de continuer de se lever, là. Et nous, on va aller chercher notre spot. Et on va aller... Is calling us to sing, 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 sing. C'est là, avec la fatigue et les imprévus, qu'une première tension est apparue. Le spot que nous avions repéré était impraticable et en trouver un autre n'allait pas être si facile. Je voulais en profiter pour rouler jusqu'au bout de la nuit, mais Caro voulait s'arrêter pour dormir et se réchauffer. Pour moi, c'était comme gâcher la première nuit blanche de ma vie sous le soleil de minuit. J'ai fini par céder, à contre-cœur, en insistant pour trouver un camping prêt à nous accueillir, n'ayant pas le courage de trouver un spot sauvage à cette heure-ci. Têtu et en train de bouder dans mon caste comme un enfant frustré de ne pas avoir assouvi son plaisir égoïste, j'ai finalement roulé jusqu'au bout de la nuit, sans en profiter, pour enfin trouver un camping ouvert, prêt à nous accueillir. Nous avons planté la tente à 6 heures du matin pour finalement ne dormir que 3 heures. Le moral ce matin est pas terrible. Steve est un peu, voire très agacé. Là, c'est tendu entre nous. Donc du coup, tendu quand on n'est que tous les deux, qu'on roule sur une moto, un trike, c'est pas toujours simple. Donc voilà, il est parti à la douche. J'espère que la pression va redescendre et qu'on va réussir à profiter de notre journée. Voyager à deux sur les routes comme dans la vie en général, c'est accepter et composer avec les besoins de l'autre. On le sait, et pourtant sur le moment, on peut avoir tendance à l'oublier. Au bout de quelques kilomètres, je prends enfin la responsabilité de mes émotions, ce qui suffit à désamorcer la situation. Déjà 6 jours que nous sommes sur la route, la fatigue commence à se faire sentir. Alors ce soir, nous prévoyons de nous arrêter assez tôt pour récupérer de notre nuit blanche. Enfin, ça, c'est sans compter évidemment les quelques contrariétés qui vont continuer de me challenger.
Thank you. Bye. Il n'y a pas de place, ils sont fermés. Je sais même pas à savoir s'il y a de la place ou pas, ils sont fermés. Donc je sais pas où on va aller. On ne trouve pas de place. Camping sauvage, c'est une galère sans nom. Chercher du bord de la route avec un véhicule qui ne fait pas du hors-piste, c'est compliqué. Et en plus, on a perdu la perche de la caméra, donc il faut qu'on trouve la perche de la caméra qui doit être paumée quelque part sur un spot où on s'est arrêté. Je sais pas. Je suis fatigué et ça commence à me gonfler là. On a retrouvé la perche. Que j'en ai plein le cul. Il n'y a pas d'autre mot, j'en ai marre. On ne sait pas où dormir. Il est 22h. C'est pas pour ça. On va retrouver la perche pour voir, mais je sais pas. La fatigue, la météo changeante, la perte du matériel, les contrariétés techniques liées au tournage des images et l'appréhension de devoir encore rouler des heures avant de m'arrêter me font perdre patience. À nouveau, je veux tout contrôler, mais cette fois, les mots du philosophe Marc Aurèle me reviennent en tête. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Et il suffit que je me mette dans cet état d'esprit pour qu'en passant sur ce pont quelques kilomètres plus loin, j'aperçoive un spot en contrebas qui fera parfaitement l'affaire. Ce soir, pas de feu de camp, on se couche tôt pour notre plus grand bonheur et demain, nous rejoindrons le cercle arctique par des routes plus belles les unes que les autres. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. Bring your heavy load. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. If you're broken hearted, lay it down, down, down. May His breath in your wings keep you flying. May the love in His heart make you strong. May He dry every tear when you're crying, and bring the warm flame when the night gets too long. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. Life is full of trouble. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. Lay it down, down, down. You feel lost and lonely, lay it down, down, down. Derrière moi, je sens toujours que Caro est parfois un petit peu absente. Pourtant, à l'intercom, elle me dit que finalement, le plus difficile pour elle aurait été certainement de rester immobile. Avancer, savoir qu'elle va rendre hommage à son père là où il aurait aimé être, lui fait le plus grand bien. Is there somebody who overcomes all these things? And that somebody is calling us to sing, sing, sing. Yes, there's somebody who overcomes all these. La Norvège est un pays d'eau et de roches. Ici, les montagnes plongent dans la mer et les routes serpentent entre les fjords et vallées. Mais contourner la nature demande de faire de nombreux kilomètres. Il n'est pas toujours possible de passer par les cols enneigés et de construire des ponts. Alors les Norvégiens ont choisi de creuser. Plus de 1000 tunnels sillonnent le pays et vous ne serez pas surpris si vous avez déjà posé vos roues ici. Le tunnel routier le plus long du monde se trouve justement en Norvège. C'est le tunnel de Lærdal qui s'étire sur un peu plus de 24 km. Il permet d'éviter la légendaire route des neiges que nous avons empruntée quelques jours plus tôt, mais qui est fermée plus de 9 mois dans l'année. Depuis 2019, le tunnel routier sous-marin le plus profond du monde se trouve aussi en Norvège. C'est le tunnel de Ryfylke qui plonge à 292 mètres sous le niveau de la mer. Mais la Norvège va encore plus loin. Avec le Rockfast actuellement en chantier, il deviendra d'ici 2033 le tunnel routier sous-marin le plus long et le plus profond du monde, avec près de 27 km et jusqu'à 392 mètres sous l'océan.
Si tous ces tunnels peuvent agacer certains voyageurs qui trouvent cela monotone, il est intéressant de se souvenir qu'ils permettent de gagner un temps fou et qu'ils ne sont pas seulement un passage, mais une façon de relier un pays que sa géographie aurait pu séparer. Bon, c'est une nuit un peu chaotique. Le vent s'est mis à souffler vers 3h du mat. On est dedans. La première semaine, c'est vraiment la semaine où on teste, où on essaye de trouver nos marques, où on essaye de sentir comment vont les choses. En fait, tout est sujet à amélioration. C'est-à-dire trouver un spot pour dormir, s'organiser pour manger, organiser les bagages à l'arrière pour les attacher, gagner du temps, gagner de la place. Le moindre truc, au cours d'un road trip comme celui-ci, notamment sur la première semaine, malgré les essais qu'on a fait auparavant, eh bien c'est de l'ajustement, voilà, de l'ajustement et de l'imprévu, et de faire peut-être différemment de ce qu'on avait prévu, parce que la météo, parce que ça prend plus de temps, parce que tout un tas de raisons. Donc cette première semaine, c'est un peu ça, et c'est vrai que c'est assez fatigant, c'est assez parfois agaçant. Ça fonctionne jamais vraiment comme on veut, et puis ça prend aussi beaucoup de temps évidemment de faire les vidéos et tout ça. Donc il a fallu trouver ses marques à tous ces endroits-là. C'est pas que du négatif, c'est pas que de l'inconfortable, mais il y a tout cet inconfort aussi qui vient nous chercher et qui nous invite à développer des compétences humaines qui nous permettent de mieux profiter du road trip, de mieux profiter de l'instant présent. Et sinon on est toujours en train de se prendre la tête avec la météo, avec la technique, avec les imprévus. Je viens de m'apercevoir que le coffre s'était ouvert, donc heureusement que je l'ai vu, on n'a rien perdu. Tout était bloqué par les courses. Mais si, je l'avais fermé à clé. Ça, c'est le petit truc qu'on voulait faire réparer en concession. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils n'avaient pas la pièce. Parce que là, tu as dû fermer, croire que tu fermais, sauf que la serrure était enfoncée et tu n'as pas fermé. Il faudra absolument qu'on fasse réparer ça. Ouais. À notre retour, parce que ça, c'est vraiment dangereux. J'ai demandé à des promeneurs si on pouvait rester ici pour camper. Il n'y a pas de problème, on peut rester là. Le seul souci, c'est que d'après ce qu'elle me dit, on peut pas trop rester avec le trail. C'est pas idéal, elle fait un peu la grimace, quoi. Donc là, je prends des pommes de pin pour allumer le feu de ce soir. Mais on va aller voir si on trouve ailleurs, parce qu'on a besoin que le trail soit à côté de nous. À présent, on ne se prend plus la tête. Si on trouve un spot sauvage dans l'heure, tant mieux. Sinon, ce sera un camping. Que ce soit pour faire ou plier le camp, chacun sait ce qu'il a à faire. Ce qui nous prenait 1h30 au départ nous prend maintenant environ 45 minutes. Aujourd'hui, j'ai vu Caro sourire et même danser sur la moto. Je suis content de l'avoir profité, même si je sais qu'au Lofoten, ce sera un peu plus difficile pour elle. Demain, nous approchons du Cap Nord et nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous y attend.
nous passons pas mal de temps dans les stations-service qui, pour nous, sont comme des oasis. On peut y manger, recharger nos batteries, nous réchauffer, nous sécher et en prime, faire de belles rencontres. Ici, Tarja nous a rejoints alors que nous étions en train de manger. Il est norvégien et roule en trike lui aussi. Malgré la barrière de la langue, on échange plus d'1 heure. Il nous parle de sa vie rocambolesque au pays des fjords et de ses road trips mémorables. Ces rencontres offrent une toute autre dimension à notre road trip. On découvre avec le trike que c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec les gens. Les gens viennent plus naturellement vers nous et nous allons plus naturellement vers les gens. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suppose qu'en fourgon, il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas de contact compliqué. Voilà. Mais dans notre cas, avec le fourgon, c'était peut-être plus difficile d'aller vers les gens parce que on est dans le fourgon, on est bien, on est au chaud, etc. Et voilà. Depuis qu'on est sur la route, on a échangé avec pas mal de monde, des francophones, des Allemands, des Anglais, des Suisses, des Français, des Norvégiens évidemment. Et ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est en discutant avec des motards allemands que nous avons eu l'idée de faire un détour par Hammerfest, la ville dont on dit qu'elle est le plus au nord du monde. En 1890, Hammerfest fut en partie ravagée par un incendie qui se déclara dans une boulangerie. 1 an plus tard, en 1891, elle devint la première ville d'Europe du Nord à se doter de l'éclairage public électrique. Mais son histoire est aussi marquée par la guerre. En 1944, la ville fut entièrement rasée par les Allemands lors de leur retraite. Les habitants ont dû alors tout reconstruire, pierre après pierre. Aujourd'hui, Hammerfest, qui compte un peu plus de 10 000 habitants, est redevenu un port stratégique, notamment tourné vers l'énergie. C'est ici que nous avons rencontré Jean-Marc, un Français marié à Mina, une Norvégienne née sur un tout petit bout d'îlot dans le nord de la Norvège, et tous deux ont parcouru le monde, avant de choisir de s'installer dans le sud de la Norvège. Chaque été, depuis des années, ils reviennent à Hammerfest pour gérer le camping le plus au nord du monde, dont le frère de Mina est propriétaire. Lorsque je demande à Jean-Marc pourquoi ils ont finalement décidé de s'installer en Norvège, sa réponse ne se fait pas attendre. Ici, les gens sont respectueux et on se sent en sécurité, que ce soit en ville ou dans les campagnes. Avec Caroline, c'est précisément ce que nous ressentons et c'est même l'une des raisons qui fait que nous prenons toujours autant de plaisir à voyager dans ce pays. Nous sommes le 20 juin, il fait pas très chaud, malheureusement c'est couvert, donc au départ on voulait être au Cap Nord à 4 h du matin pour le solstice d'été, c'est-à-dire le moment où le soleil est censé être le plus haut au zénith, mais il va faire nuageux et même très nuageux, on va quasiment pas voir le soleil à mon avis, donc avec Caro on s'est dit tu sais quoi, on va y aller pour minuit, déjà ce sera bien. Et de toute façon, a priori, à moins d'avoir beaucoup de chance, on ne verra pas le soleil. Nous sommes arrêtés à une station-service à 100 km du Cap Nord lorsqu'un homme s'avance vers nous avec son propre trike et engage la conversation. Il s'appelle Jarl, il est né ici et s'est même inscrit Cap Nord sur son passeport. Puis il nous dit ceci: « Si vous n'êtes pas pressé, je vous prête ma maison d'été. Elle est à 15 minutes d'ici, restez autant que vous voulez. » Hésitant et sans trop comprendre, on décide de le suivre quand même. Arrivé chez lui, il nous fait faire le tour du propriétaire et de la façon la plus naturelle qu'il soit, comme si on se connaissait depuis toujours, il nous invite à nous servir dans son frigo, à utiliser son sauna, à faire une lessive et à prendre la chambre disponible pour passer la nuit au chaud. Puis, il repart 2 heures de route pour rejoindre sa femme à Alta. Nous sommes sans voix, soufflés, déstabilisés par sa générosité et la confiance qu'il nous porte sans même nous connaître vraiment. Dans le plus grand respect qui soit, nous profitons du confort de sa maison. Demain, nous irons jusqu'au Cap Nord avec le sentiment d'avoir déjà vécu ce pourquoi nous sommes venus jusqu'ici et sans imaginer un seul instant que ce n'était que le début.
Le plateau rocheux du Cap Nord se dresse à plus de 300 mètres au-dessus de l'océan Arctique. Il est devenu le symbole universel du bout du monde. Mais avant l'ouverture de la route dans les années 50, rejoindre ce plateau relevait d'un véritable exploit. Les voyageurs débarquaient au petit port de Hornviken, en contrebas. Pour atteindre le sommet, il fallait gravir un sentier abrupt, équipé de cordages et de poteaux, jalonné de plus d'un millier de marches sommaires, chaque pas étant une victoire sur le froid, le vent et la fatigue. C'est seulement en 1956 que la route fut inaugurée, facilitant ainsi l'accès aux rares véhicules à l'époque prêts à rouler jusqu'ici. En 1978, le globe métallique fut dressé au sommet, scellant l'image du Cap Nord comme une destination mythique. L'ironie de l'histoire, c'est que le véritable point le plus septentrional d'Europe se trouve en réalité à un peu plus de 1 km à vol d'oiseau vers l'ouest. Mais trop difficile d'accès, il est resté oublié. Aujourd'hui, rejoindre le Cap Nord n'est plus vraiment un exploit, sauf peut-être pour celles et ceux qui le font à pied ou à vélo. C'est surtout l'occasion de faire une route mythique et d'accéder à un lieu symbolique. Chaque année, et de plus en plus depuis la pandémie du Covid, des centaines de milliers de visiteurs débarquent. Les ferries vomissent plusieurs fois par jour, des dizaines de bus remplis de touristes. Les camping-cars, les vannes, les motos se suivent et se rassemblent sur le parking réaménagé depuis peu pour faire la photo rituelle devant le globe. C'est peut-être parce que c'est notre 3e fois ici et que nous avons été habitués à le faire hors saison et même en hiver que nous sommes surpris de voir autant de monde. Ainsi, nous ne restons que pour la photo et nous reprenons très vite la route pour retrouver un peu de soleil et de chaleur en direction des Lofoten, là où il y aura de toute façon encore plus de monde. Ces endroits paisibles à la base, étant des créateurs de contenu qui proposent de ce genre de vidéos, on a l'impression de contribuer à y nuire un petit peu, donc je sais pas, j'ai un petit pincement comme ça. Et alors qu'on se questionne sur l'impact des vidéos que nous produisons comme celle-ci, ou tout simplement celui des photos de vacances qui sont partagées sur les réseaux par tout un chacun, je reçois un message de Jarl qui nous invite chez lui, cette fois à Alta, pour rencontrer son épouse et prendre un café tous ensemble. Si nous hésitons à dire oui pour ne pas abuser de son hospitalité, nous finissons par accepter. Nous sommes accueillis comme des rois autour d'un café, d'une collation, de gâteaux. Nous passons plus d'1 heure à parler respectivement de nos vies et de nos projets. Et au moment de partir, Jarl nous demande de le suivre dans sa cuisine en nous disant « J'ai quelque chose pour vous, pour célébrer notre rencontre et vos 2 ans de mariage. » On vient de passer un moment absolument incroyable avec notre hôte Jarl. Non content de nous avoir prêté sa maison d'été. Avant de partir, Jarl a tenu à nous offrir un crab, comment ils appellent ça, un king crab je crois. Donc c'est une araignée énorme, de quoi faire 1 ou 2 bons repas. Il nous a offert aussi le riz, l'assaisonnement, les épices. Il nous a expliqué toute la préparation. Il nous a offert la bouteille de vin, tout est dans le coffre. Vraiment, on n'en revient pas. C'est une générosité absolument incroyable. On nous avait dit, les Norvégiens, c'est pas facile de rentrer dans leur bulle, c'est pas facile d'être invité chez eux, c'est pas facile de se faire des amis. Je veux bien le croire, mais force est de constater qu'a priori, il y a en tout cas des exceptions. Ce soir, on va se poser sur un spot qu'on a déjà expérimenté. Ça va être l'occasion de faire cuire notre crabe au feu de bois. Bref, on va se régaler. Et vraiment, on est juste heureux. I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Where we gonna go? I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me. Don't tell your friends. Nous savions que voyager en trike et choisir le camping sauvage serait bien moins confortable que de dormir chaque soir à l'hôtel. Mais nous savions aussi que cela donnerait une toute autre dimension à ce road trip. Nous nous sommes sentis plus libres, plus vivants, plus ouverts aux rencontres et bien plus présents à chaque instant sur la route. Calling to see if you're free to run away with me, to run away.
Si la première semaine était plus difficile pour moi, c'est qu'en réalité, je voulais que tout soit comme je l'avais décidé. Pour paraphraser un célèbre philosophe, je dirais que j'ai bien plus souffert du désir de vouloir tout contrôler que de la réalité. Pour être honnête, en ce qui nous concerne, rouler en fourgon aménagé a perdu de son attrait. Nous avons le sentiment d'en avoir fait un petit peu le tour. Alors ce road trip en trike a soufflé sur les braises et ravivé une flamme prête à éclairer nos futurs projets nomades. Mais pour l'heure, nous arrivons aux îles Lofoten. Nous savons pourquoi nous sommes là et ce soir, sous le soleil de minuit, Caroline a rendez-vous avec son père. Papa, je suis là, là où tu rêvais de venir pêcher, ton jardin bleu. Notre terrain de jeu est devant moi, immense et sauvage. Chaque vague me parle de toi. Je pense à toutes ces fois où je courais à côté de toi pour me jeter à l'eau, à ces plongées silencieuses où tu me racontais la mer en me révélant ses secrets. Et regarde ce garçon sur la plage. Il ne le sait pas, mais il réalise ton rêve, ici, sous le soleil de minuit, à l'endroit même où tu aurais voulu être. Je veux te dire merci. Merci de m'avoir offert la vie et d'avoir été le père que tu as été. Et même si ton absence me pèse, je sais qu'ici, sur cette plage, ton rêve et le mien ne font plus qu'un. Je suis là, invisible à tes yeux, et pourtant, je suis là. Je ne marche plus dans le temps, je suis devenu le temps. Je suis le souffle qui soulève les rideaux, le rayon de soleil qui traverse les carreaux, ce frisson que tu sens sur ta peau, la pluie, le vent, le flocon de neige qui se pose sur ton nez et l'odeur du lilas quand revient le mois de mai. Tu ne me vois peut-être pas, mais je suis là, partout autour de toi. Et si ton cœur en ressent le besoin, parle-moi, où que tu sois, je t'entendrai. Souviens-toi de nous, avec tendresse, avec joie. Souviens-toi surtout que même si je n'ai pas toujours su le dire, je t'ai aimé et je t'aime encore, d'un amour profond, sincère et sans fin. Ne porte aucun regret, aucune culpabilité. Continue de vivre, de rire, plus fort que jamais. Car le plus bel hommage que tu puisses me faire, c'est celui-là. Vivre avec un grand V pour ne jamais te contenter d'exister.